Donc, merci déjà de votre présence ce soir pour ce nouveau conseil municipal, dont, en date du 26 septembre 2023. Comme traditionnellement, nous allons commencer par l'appel des présents et des représentés. Donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, François Edouin, Fabienne Parpaillon, Arnaud Charpentier, Olivier Bertrand, Denis Lesage, Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud. Annie Sorin est absente, elle est excusée, donc elle a donné son pouvoir à Yveline Thibault. Francis Vrignot est excusé, il a donné son pouvoir à Denis Lesage. Jean-Philippe Charrier est excusé, il a donné son pouvoir à Olivier Bertrand. Francis Villemot est excusé, il a donné son pouvoir à Stéphanie Le Goff. Jean-Marc Boitel, présent. Géraldine Libessart. Anne Loriot-Vettorazzo est excusée, elle a donné son pouvoir à François Edouin. Annabella d'Acosta, merci d'être rétablie, surtout. Karine Pasteau. Marie-Laure Chaumont. Julien Gouriou. Jennifer Macot donne son pouvoir, est excusée, elle donne son pouvoir à Fabienne Parpaillon. Julia Guilloton. Kevin Bonneau est excusé, il donne son pouvoir à Christian Grimaud. Martine Sosso, Jean-Luc Pinet, Arnaud Bouget, Cyril Larieux. Audrey Gentrot a donné son pouvoir à Arnaud Bouget. Et puis, elle est excusée bien sûr. Et Nathalie Granger, Nathalie, je ne l'ai pas vue encore, je pense qu'elle va peut-être arriver. Donc pour l'instant, elle est absente. Très bien. Si tu peux remettre la feuille de présence. Merci. Voilà, alors tout d'abord, avant donc d'en venir au conseil municipal, donc le quorum est atteint, bien sûr. Secrétaire de séance, je propose de désigner pour la simplicité dans les comptes rendus, donc Christian Grimaud. Christian, pas de souci. Merci. Je vous demande d'approuver la séance du conseil municipal du 4 juillet 2023. Avez-vous des remarques? Non? Merci. Donc adoption, qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité le PV donc, de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2023. Dans les informations diverses, tout d'abord vous dire que ce soir nous avons la présence donc, de Gaëtan Jourdain, qui est chargé d'opérations foncières à l'établissement public foncier de la Vendée, qui va intervenir tout à l'heure pour nous présenter, donc, dans le cadre du renouvellement urbain, le projet sur l'îlot Barrois, dans quelques instants. Il sera bien sûr accompagné de Denis s'il y a nécessité pour bien sûr donner quelques précisions. Nous avons eu cet été donc, les festivités qui se sont, semble-t-il, enfin, à mon avis, bien déroulées. J'étais présent sur quelques manifestations. Si Olivia, tu peux nous dire quelques mots sur les festivités qu'il y a eu cet été sur la commune? On retrouve les festivités qui ont tant de succès auprès des Luçonnais et ceux qui sont les touristes et aux alentours. Une entrée en matière avec, donc à la place Leclerc, un grand concert avec la fête de la musique. En amont aussi, on a vu donc des associations qui se sont investies, donc on les remercie. Tous les jeudis également, on a retrouvé donc les concerts. On a travaillé vraiment avec une belle synergie avec les cafetiers. On a pu faire des belles choses avec eux. On a élargi du coup le périmètre au niveau des concerts. Le feu d'artifice, on a eu aussi vraiment beaucoup de monde avec le double par rapport aux années précédentes. Donc on était plus près de 5000 que 2000 personnes sur place. Et après, donc, pour clôturer cet été, avec la rentrée en septembre, c'est donc les Journées des patrimoines avec Stéphanie qui a pris le relais des festivités. Voilà. Plus la braderie qui... Oui, le 15 août, la braderie. D'accord. Merci pour ces quelques précisions. Sur la période donc estivale, malheureusement aussi, on a eu aussi quand même des périodes de canicule, notamment deux. Et là, je vais laisser la parole à Yveline pour nous dire quelques mots sur cette période et cette veille sanitaire qui a été mise en place par le CCAS.
Merci Monsieur le maire. Oui, en effet, le département de la Vendée a été placé en vigilance orange canicule. Et donc sur ce, nous avons dû déployer le plan canicule. Donc nous étions tout à fait prêts au niveau du CCAS et des services de la ville, puisque en amont avait été préparé le registre des personnes vulnérables, qui avait répertorié 130 personnes sur la ville de Luçon. Donc en fait, nous avons organisé avec la DGS et puis le service de la police municipale, du CCAS, du centre social, le plan canicule en définissant les personnes qui allaient être visitées, donc les plus vulnérables. Et puis, donc on en avait évalué 23 sur 130 et les autres étaient prévenus par téléphone. Pour savoir comment ils allaient, comment ça se passait. Donc en fait, réellement, ils ont tous apprécié ces appels téléphoniques de bienveillance et nous n'avons décelé aucun problème. Donc on peut se féliciter de ce travail de collaboration des services de la ville par rapport à ce plan canicule que nous déclenchions pour la première fois, en fait, vraiment, puisqu'en fait, auparavant, il n'y avait pas eu l'occasion de déclencher un tel plan. Donc on peut se satisfaire, si ça doit se représenter pour un plan grand froid ou autre sinistre, qui sait, nous sommes tout à fait prêts avec les services pour dérouler d'une façon facile ces actions auprès de nos personnes vulnérables. J'en profite pendant que tu as le micro, donc de nous parler de l'installation du nouveau médecin qui est arrivé à la MSP, M. Élie Tessier. Alors oui, on a la chance. Bon, la maison médicale, elle est ouverte depuis 2013. Et puis, nous avions prévu dès le départ qu'il y ait 9 bureaux de médecins généralistes, puisqu'après, on a les infirmières et tous les autres paramédicaux. Pour autant, jusque-là, on avait toujours ce 9e bureau disponible. Donc, avec Monsieur le maire, nous sommes ravis qu'il ait pu avoir la 9e plaque d'installer sur le mur. Et nous avons donc un 9e médecin qui est le bienvenu. Alors évidemment, je sais qu'il y a encore des personnes insatisfaites sur Luçon, parce qu'en fait, sa priorité avant tout, c'est de répondre aux personnes qui sont sans médecin et qui sont en ALD, ça veut dire en longue maladie. Donc évidemment, on avait communiqué sur son arrivée. Cette précision n'avait peut-être pas été donnée, on va s'en excuser. Pour autant, voilà, on a la chance d'avoir 9 médecins. Par rapport à plein d'autres villes ou communes, je pense que réellement on peut se satisfaire. Alors là, il est en train de... On a la chance en plus que ce soit un gérontologue de formation, et donc il a une attention plus particulière justement pour nos seniors, qui sont souvent ceux qui sont en ALD. Alors il y a des plus jeunes en ALD, mais pour autant, voilà, qui nécessite un temps un peu plus long sur les consultations. Mais quand il aura épuisé la liste des personnes les plus vulnérables, il pourra prendre d'autres personnes, mais voilà, on vous demande d'être patient et tolérant et sympathique à l'égard des secrétaires. Très bien, merci Yveline pour ces précisions. Un petit bilan sur la rentrée scolaire, donc je laisse la parole à Fabienne pour nous dire un petit peu les niveaux des effectifs et puis comment s'est passée cette nouvelle rentrée. Merci Monsieur le maire. Alors tout d'abord, l'été a été propice à quelques travaux au niveau des écoles publiques. Moi, je remercie les agents d'avoir bien travaillé au niveau de l'école Jean Moulin, puisque des peintures ont été complètement refaites. Toute la salle de motricité, l'accueil des maternelles a été entièrement rénové. L'école du centre, nous avons toujours, par les agents, l'été, la séance de veille qui s'applique, comme on l'a toujours dit, auprès des parents d'élèves et des parents de l'association. Concernant les effectifs écoles primaires, élémentaires et maternelles des 3 écoles, c'est-à-dire des 2 écoles publiques et privées, nous avons un effectif de 556 élèves. Sur le primaire centre, nous avons 173 élèves. Sur le primaire Jean Moulin, nous en avons 106. Et puis 277 pour l'école privée. Nous avons une nouvelle directrice à l'école Jean Moulin, qui est donc Madame Guilbert Christelle, à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous avons craint la fermeture des classes le premier jour au niveau de l'école du centre, et heureusement, ça ne s'est pas fait. Donc on remercie aussi l'inspection académique d'avoir bien écouté et bien travaillé avec Madame Lesgourde le fait que nous gardons notre classe au niveau de l'école du centre. Donc l'école du centre se trouve en école maternelle avec 5 classes plus les Ulysses qui ont été donc incorporées dans les 5 classes. Et nous avons au niveau de la classe maternelle centre 3 classes.
Au niveau de l'école Jean Moulin élémentaire, nous avons 3 classes et école maternelle, 3 classes. École Sainte-Famille, en élémentaire, il y a 4 classes. Et en maternelle, nous en avons 3. Voilà. Donc les effectifs sont stables, ont beaucoup diminué dans les écoles privées, mais nous avons la chance au niveau des écoles du centre, il y a quand même une stabilité. Et nous espérons que dans les prochaines années, avec l'ouverture de la nouvelle école, ça donne un rebond à notre école du centre qui s'appellera École Bossir. Merci Fabienne pour ces précisions. Je vais donner la parole à Arnaud pour nous parler de l'ouverture du collège Beltrame, et puis après Denis pour juste les aménagements extérieurs. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, l'ouverture du nouveau collège Arnaud Beltrame, donc avec la rentrée scolaire qui s'est faite le 4 septembre et une inauguration en présence des différentes autorités, donc le 5. Donc c'est un établissement donc, de 800 élèves, donc aujourd'hui on en a moins, il y a 27 classes d'enseignement général, on y retrouve ensuite 4 classes de SECPA et les ULIS. Voilà, donc le temps de prendre ses marques, j'allais dire l'établissement qui commence à se mettre en place avec une équipe, le rassemblement des 2 anciens collèges qui vont avoir un autre devenir. Donc effectivement, ça a été évoqué pour le collège, l'ancien collège Bossir, et pour le Sourdi, différents projets qui vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois, même si le président du conseil départemental a déjà annoncé un des premiers projets avec l'arrivée de la MDSF sur l'ancien collège du Sourdi. Donc voilà, donc on souhaite une bonne rentrée à l'ensemble des enseignants et des collégiens luçonnais. Ok, donc sur les aménagements extérieurs qui étaient voués à la ville, Denis, quelques mots. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, le président du département avait annoncé en juillet 2020 l'arrivée de ce nouveau collège et puis avait présenté le plan du nouveau collège aux élus de la ville de Luçon. Depuis, des études techniques et de comptage ont été réalisées sur le quartier, à la fois quartier d'habitation et quartier de passage, et donc quartier d'accueil de ce nouveau collège Arnaud Beltrame. Alors, ces études, elles ont été présentées notamment lors des réunions de riverains. Il y a eu des réunions de riverains organisées à 2 reprises. La première réunion de riverains pour recueillir les attentes des Luçonnais, et la seconde réunion de riverains pour présenter le projet finalisé. Les parties prenantes donc, ont été concertées dans le cadre de l'élaboration de ce projet d'aménagement. Alors on a concerté, on a réuni les autocaristes, les services du département bien évidemment, le comité consultatif pour prendre en compte et satisfaire donc l'ensemble des usages autour de ce nouveau collège. Ce projet, de par sa temporalité, a intégré également les premières conclusions du schéma global des circulations de la ville, qu'elles soient circulation douce et piétonne et circulation des véhicules automobiles, et qui se souvient effectivement du carrefour en épingle à l'extrémité du chemin du Fief du Car. Ce carrefour en épingle si compliqué pour les chauffeurs de car a été donc réaligné. Le sens des priorités au niveau de ce carrefour a été inversé pour limiter la vitesse. C'était pour répondre notamment à l'une des attentes des riverains, notamment les riverains de la rue du Grand Moulin, qui trouvaient que les véhicules arrivant de la route de Sainte-Gemme arrivaient vite. Et donc le sens du stop a été modifié pour répondre à cette problématique de vitesse, à la satisfaction des riverains. Des places de stationnement ont été également créées, donc à la fois pour le covoiturage et pour les usages donc de la nouvelle salle de sport, les usagers de la nouvelle salle de sport intégrée au collège, puisqu'il y a une nouvelle salle de sport intégrée à ce collège qui sera ouverte aux associations. Donc toutes les circulations ont été intégrées, les cars scolaires, les parents d'élèves déposant leurs enfants, les circulations piétonnes et cyclables, sécurisées et raccordées, donc chemin du Fief du Car, route de Sainte-Gemme, avenue Wilson, etc. Au global, ces travaux d'aménagement autour du nouveau collège, qui ont requalifié donc un quartier entier de l'entrée de la ville, comme le disait Monsieur le maire, depuis les travaux d'effacement de réseau jusqu'aux finitions, représentent un budget d'investissement d'1 million d'euros environ pour la ville de Luçon. Merci Denis. Ensuite, juste quelques mots, peut-être Stéphanie sur le SSI, sur
les travaux donc, qui sont actuellement faits au Milandi. Oui, bonjour Monsieur le maire, merci. Les travaux du SSI ont démarré le 16 août dernier. Donc pour l'instant, tout se passe très bien sans problème majeur. Il devrait se clôturer aux alentours du 30 ou 31 octobre prochain. La dernière phase de montage aura lieu les 2 et 3 octobre dans le bureau de direction. Et ensuite, la remise de chantier est prévue le lundi 9 octobre prochain à 14h30. Donc tout se passe effectivement parfaitement bien, de manière à ce que le premier spectacle du 10 novembre prochain puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Donc on peut en effet remercier l'entreprise Batel, qui est une entreprise spécialisée en ingénierie et électronique, qui orchestre tout cela d'une main de maître. Et également l'équipe du Théâtre Milandi, qui s'adapte parfaitement depuis leur reprise fin août dernier à ces inconvénients de travaux sur place. Et puis enfin, on peut féliciter la ville de Luçon, qui a donc investi quelques 100 000 € pour ce nouveau SSI, en parallèle des 6 000 € qui sont octroyés tous les ans pour les lumières. Merci Stéphanie. On terminera par l'étude de circulation. Je pense que Denis a quelques informations à nous donner, notamment sur les zones et les limitations. Merci Monsieur le maire. Effectivement, le comité consultatif du mois de juillet 2023, donc du 12 juillet, a validé les propositions faites par les services de la ville à l'issue de l'étude des circulations. Donc dans ces grands axes et différentes communications seront faites sur ce sujet, puisque cela va concerner un grand nombre d'actions, et ce schéma de circulation douce va être intégré à l'ensemble des opérations de voirie, d'aménagement dans les années à venir. Dans les grands axes, ce schéma de circulation a été validé donc, pour le déploiement de la zone à 30 km/h dans la zone dense de la ville, c'est-à-dire à l'intérieur du périmètre dense donc qui concernait la zone de l'étude. Autre axe validé par le comité consultatif, l'extension de la zone de partage, donc de rencontres en centre-ville. Cette zone de partage et de rencontres sera étendue progressivement, là encore, au fur et à mesure des opérations de voirie et d'aménagement. L'implantation de la nouvelle plateforme donc pour les cars scolaires, qui sera située à côté de la gare SNCF et pour lesquels les travaux ont commencé dans le courant de cet été. Point suivant, donc c'est le confortement du stationnement et notamment de la zone bleue sur lequel là aussi il va y avoir une communication notamment au travers du Petit Luçonnais et d'autres réunions et diffusion d'informations. Donc également par rapport au confortement du stationnement, c'est l'amélioration de la signalétique vers nos places de stationnement et nos parkings de stationnement, la place du Grand Champ de Foire, la place Leclerc, donc une stratégie et des moyens de signalétique donc, qui seront mis en œuvre pour guider vers ces grandes places de stationnement. Tout ça fera l'objet de développement dans les mois à venir. Et également, les principes de circulation type Chaussy-Doux ont été validés par le comité consultatif avec un avis favorable. Ces chaussées donc à circulation douce, appelées Chaussy-Doux, dont les Luçonnais ont pu voir un exemple à titre expérimental route de Sainte-Gemme. Eh bien, ce Chaussy-Doux donc constitue des bandes réservées au cycle, donc de chaque côté, de manière à sécuriser la circulation des cycles sur ces voies de circulation. Voilà ce qu'on peut dire, ce qui a été fait, et il y aura d'autres communications qui seront faites sur ces opérations. Très bien, merci Denis pour ces informations. Vous voyez, donc cet été, beaucoup d'activités encore qui nous ont bien occupés. Simplement, pour terminer, je voudrais signifier aussi que prochainement, donc, il y aura, comme maintenant tous les ans, j'ai souhaité le faire, des visites donc, de quartier et réunions publiques qui auront lieu au mois de novembre. C'est-à-dire que les mercredis 22 et jeudi 23 novembre, et puis ensuite le mercredi 29 et le jeudi 30 novembre, nous ferons des balades dans les quartiers de Luçon, dans les 4 quartiers,
entre 14h et 18h. Et ensuite, le soir, à partir de 20h, il y aura réunion publique ici, à la salle des fêtes, du fait que l'espace Plaisance sera, à partir de ce moment-là, en travaux. Donc voilà, réunion de quartier, venir à la rencontre des Luçonnais, c'est important, les écouter, savoir ce qu'ils ont à nous dire, et nous aussi leur apporter un petit peu les projets qui sont en cours et les futurs projets à venir. Voilà concernant ces informations qu'on voulait vous préciser ce soir, concernant en préambule de ce conseil municipal. Je vous demande je pense que vous avez pris note des décisions qui ont été faites qui ont été prises par le conseil municipal du 4 juillet et donc qui ont été apportées à votre connaissance avec le conseil municipal. Aviez-vous des remarques sur effectivement les DIA, les décisions? Non? Pas de remarques particulières? Et concernant donc les déclarations d'intention d'aliéner, les DIA, avez-vous également des remarques? Non? Très bien, écoutez, je vous en remercie. Simplement, avant de commencer ce conseil municipal, je souhaiterais quand même ce soir qu'on rende un hommage à M. Bruno Noury, qui était le maire de l'Île-Dieu, qui malheureusement est décédé à l'âge de 52 ans, beaucoup trop jeune. Bruno Noury, qu'on rencontrait régulièrement dans les réunions au niveau du département. Il venait très très souvent sur la terre ferme. Dieu sait s'il a fait des voyages depuis son île pour venir sur le département. Il était conseiller départemental depuis 2011. Il était maire depuis 2008, mais il avait au préalable déjà fait un poste d'adjoint au maire comme en charge du développement économique sur son île là-bas. Et malheureusement, il nous a quittés bien trop tôt, donc ce 24 septembre. Donc pour rendre hommage à Bruno et puis bien sûr à sa famille, avoir une pensée pour lui, à cet ardent défenseur de son île, je vous demanderai de vous lever pour une petite minute de recueillement. Merci. Je vous remercie. Bien, donc nous allons pouvoir maintenant entamer le conseil municipal. Donc dans l'ordre, on va tout d'abord faire la présentation du projet de l'îlot Barrois, bien sûr, de façon à pouvoir libérer ensuite M. Gaëtan Jourdain. Sur les 20 délibérations qui vous avaient été proposées, on en a retiré une, c'est celle concernant Free, le pylône. On en reparlera juste avant d'aborder ce sujet. Donc nous allons tout de suite commencer par la présentation de... Tout d'abord peut-être, que Denis nous dise quelques mots sur cette première délibération, et puis après nous ferons une suspension de séance pour qu'effectivement on puisse présenter le projet. Merci Monsieur le maire. Alors effectivement, la première délibération va consister à une opération de cession foncière concernant l'îlot Barrois, donc avec le choix de l'opérateur en charge de l'îlot Barrois. Alors pour mémoire, le choix qui va vous être soumis ce soir constitue une étape importante dans ce dossier, engagé au début de notre mandat, souvenez-vous. Donc en effet, les premiers contacts ont été établis avec l'établissement public foncier de la Vendée en juin 2020. La convention d'action foncière a été validée par le conseil municipal en 2021 et les études ont été conduites sous la direction de l'EPF en parfaite collaboration avec les services et les élus de la commune de Luçon. Pour mémoire, donc, le montage de l'opération consistait à confier à l'établissement public foncier le terrain communal, le terrain municipal sur lequel est érigée la piscine, l'ancienne piscine, donc rue Adjudant-Barrois, afin de déconstruire cet ancien bâtiment maintenant, dans le cadre du fonds Friche, et d'élaborer un programme de logement neuf.
Cette méthode permet d'obtenir une aide de l'ordre de 80% pour la déconstruction de l'ancienne piscine, estimée autour de 450 000 €. Une information très récente que je vous communique au passage, elle nous a été fournie par l'EPF. Cette information très récente, elle est importante et elle vous intéressera. C'est la date du démarrage du chantier de la déconstruction de l'ancienne piscine. Et ce chantier va démarrer le lundi 23 octobre 2023, donc dans moins d'un mois maintenant. L'entreprise a défini la date, et l'entreprise retenue par l'EPF et l'entreprise Charrier, donc notamment implantée à Champagné. C'est une entreprise locale que l'on connaît. Et les étapes donc préalables préparatoires à l'ouverture de ce chantier avancent normalement. Et il y aura une réunion d'information des riverains et des parties intéressées, donc, dont la date n'est pas définie encore précisément, mais elle sera autour du mois de mi-octobre, donc une ou 2 semaines avant le démarrage du chantier. Donc les riverains seront invités à cette réunion d'information préalable à l'ouverture du chantier. Pour poursuivre sur ce projet de l'îlot de l'adjudant Barrois, donc la première partie des études avait consisté à définir un projet architectural et paysager pour ce nouveau quartier élaboré autour des axes suivants: intégrer des bâtiments de dimension modérée dans un parc arboré et paysager, créer de nouveaux axes de cheminement piétons et des circulations vers le centre-ville, et aménager les abords et intégrer les salles du complexe Bossir au projet paysager. Puis donc un concours a été lancé sur la base donc de ce projet architectural. L'objectif de ce concours était de recruter un promoteur immobilier donc, pour construire ces bâtiments. Le déroulement et les motifs de choix proposés donc, vont vous être présentés par M. Gaëtan Jourdain, chargé d'opération à l'EPF, que je remercie pour son accompagnement et la qualité des relations avec l'EPF et la qualité de la conduite de ce projet. Gaëtan. Merci. Donc, on vous demande donc de suspendre la séance du conseil municipal puisque nous avons une intervention extérieure par le représentant de l'EPF, M. Gaëtan Jourdain. Pas de problème. Donc, on suspend le conseil municipal. Et puis, je vais pouvoir laisser la parole à Gaëtan pour nous présenter effectivement ce beau projet. Je pense qu'on va pouvoir maintenant, donc, effectivement, donc, à nouveau reprendre la séance du conseil municipal. Et puis, je vais laisser donc Denis nous présenter donc, cette première délibération. Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, je reprends session foncière, donc la première délibération, session foncière, choix de l'opérateur en charge de l'îlot Barrois. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention d'action foncière signée avec l'EPF de la Vendée le 8 juillet 2021, vu le rapport d'analyse des candidatures transmis par l'EPF de la Vendée le 24 juillet 2023, considérant que la commune a sollicité l'EPF de la Vendée pour acquérir, désamianter et déconstruire l'ancienne piscine située sur l'îlot Barrois dans le cadre de ses politiques de renouvellement urbain et de revitalisation du centre-ville, afin de créer un nouveau quartier d'habitat. Considérant que la commune et l'EPF de la Vendée ont choisi de lancer en parallèle un appel à projet en vue de sélectionner un opérateur immobilier qui se verra attribuer les droits à construire sur l'îlot Barrois, il s'agit de choisir un groupement associant un opérateur et un architecte sur la base d'un projet architectural et d'engagement financier respectant les objectifs fixés par la collectivité et l'EPF de la Vendée. Considérant la consultation donc, avec la sollicitation des 28 opérateurs, l'EPF a en parallèle publié un avis de publicité sur son site internet, attendu qu'une première phase a permis de sélectionner 4 candidatures. Comme indiqué, je passe à l'issue de cette première phase, 3 opérateurs ont été retenus pour concourir à la seconde phase. Attendu que le choix de l'opérateur en phase 2 s'est fait sur la base d'une note d'engagement quant au projet envisagé, programmation, offre foncière, et d'un projet architectural et paysager. Considérant que les candidatures ont été analysées conjointement par l'EPF de la Vendée et la collectivité, l'EPF et la commune de Luçon ont également auditionné les 3 équipes, donc fin juin, comme cela vous a été explicité. L'analyse des offres a ainsi été complétée après les auditions en prenant en compte les réponses aux demandes de précision.
Après audition et analyse des candidatures et des offres, il est proposé donc de retenir le groupe Lamotte en tant qu'opérateur immobilier associant donc Vendée Logement en charge de la construction des 49 donc, logements. En effet, la candidature du groupe Lamotte correspond le plus aux attentes de la commune et de l'EPF de la Vendée et obtient la meilleure note comme présenté au rapport d'analyse des candidatures. La commune est donc invitée à se prononcer sur cette proposition de choix de l'opérateur avant la signature du protocole d'accord et l'acte de vente des terrains avec l'opérateur concerné. Donc, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 13 septembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à valider l'attribution de l'îlot de l'adjudant Barrois, donc au groupe Lamotte, en tant qu'opérateur immobilier en charge de son acquisition et de sa construction. Très bien, donc je pense que je vais le soumettre à votre vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, votez à l'unanimité, je vous en remercie. La deuxième délibération, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des bâtiments, la convention cadre donc de prestation de services avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. La parole est à Denis Lesage. Merci Monsieur le maire. Il s'agit donc d'une délibération sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des bâtiments, avec une convention cadre et une convention particulière. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-16-1, considérant qu'en application des dispositions de l'article précité, une commune peut confier par convention la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à la communauté de communes. Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétences, mais une délégation de services, considérant que la communauté de communes dispose au sein de son unité bâtiment d'une expertise et d'une ingénierie qu'elle propose de mettre à disposition des communes qui le souhaitent sous forme de prestations de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le respect total de leur identité, spécificité, sans mettre en cause la compétence dévolue aux communes. Considérant que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation des services de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, considérant qu'il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la commune entend confier cette prestation au service de la communauté de communes. Alors, les missions proposées sont de 3 ordres. Je passe quelques alinéas, vous avez certainement dû en faire déjà lecture. Sont de 3 ordres, donc la réalisation d'études de faisabilité, l'élaboration de programmes et de choix de maître d'œuvre. Il s'agit donc de prestations payantes assujetties à la TVA conformément au taux en vigueur. Il est proposé donc au conseil municipal d'adopter une convention cadre pour fixer les conditions dans lesquelles se réaliseront ces prestations de services et une convention particulière qui interviendra ensuite entre la communauté de communes et la commune de Luçon, donc à chaque fois que la commune souhaitera confier à l'intercommunalité des missions susvisées. Donc là, il s'agit de venir en appui de nos services qui sont bien occupés sur un grand nombre de projets et considérant qu'il y a cette compétence disponible à la communauté de communes au travers de David Giraudot, de la personne de David Giraudot. Donc il s'agit de pouvoir bénéficier des services de cette personne pour venir en appui sur certains projets ponctuellement pour des études de bâtiments. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 13 septembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à approuver la convention cadre de prestation de services assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine des bâtiments, telle qu'annexée à la présente délibération, et à autoriser monsieur le maire à signer la dite convention cadre avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et à autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer les conventions particulières à venir dont le modèle figure en annexe à la présente délibération. Merci. Avez-vous des remarques? Donc en fait, c'est tout simplement permettre donc à la communauté de communes de nous, que nous on puisse les solliciter lorsque nous avons notamment des petites études à faire, plutôt que de prendre, de lancer des appels d'offres, pour avoir d'autres partenaires. Eh bien, la communauté de communes se propose effectivement de nous aider, moyennant bien évidemment un financement, donc dans ces études qui peuvent être tout à fait, on va dire, pas très conséquentes, quoi. Voilà. Merci. Donc, est-ce que... non, pas de remarque. Donc, je le soumets à votre vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci. Qui est pour, pardon? J'ai oublié. Merci. Donc la troisième délibération, c'est l'approbation pour une convention d'occupation temporaire avec l'opérateur Free dans le domaine privé de la commune, bien sûr. Donc c'est pour mettre en place un équipement donc de télécommunication. Je vous demande d'ajourner cette délibération, donc de la retirer tout naturellement. On la reproposera certainement au mois de novembre, dans un mois. Nous avons encore quelques précisions à avoir sur ce projet. Voilà. Pas d'objection, je vous remercie. Quatrième délibération, c'est la modification donc, de la composition du comité consultatif des circulations douces. Je laisse Denis Lesage nous en parler. Merci Monsieur le maire. Donc, vu l'article L2143-2 du CGCT qui dispose que le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout sujet d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des représentants d'associations locales ou de la société civile. Vu la délibération des 6.15 du conseil municipal du 29 septembre 2020, donc portant création de ce comité consultatif des circulations douces, sur proposition du maire, donc il est prévu d'en fixer ou d'en modifier la composition, donc pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Je passe les mêmes considérants que vous aviez eus à l'adoption de la délibération initiale. Monsieur le maire propose de fixer donc, et de modifier pour aujourd'hui la composition de ce comité consultatif dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 18 septembre 2023, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité donc à décider la création et la modification du comité consultatif des circulations douces. Alors sa composition, je vais vous indiquer les quelques changements. Il y a peu de changements, il y a 3 changements au total. Tout d'abord, dans les membres élus du groupe majoritaire, donc la substitution de Karine Pasto qui a proposé de laisser sa place à Francis Villemot, Karine ne pouvant assister aux réunions du fait de son activité professionnelle. Donc c'est Francis Villemot qui avait fait la demande de participer qui remplace Karine. Merci de cette bonne entente et de cet accord. La modification suivante, c'est l'intégration du second club de cyclotourisme luçonnais. Nous avions intégré initialement le Vélos Club et au travers de différentes manifestations et participations notamment des cyclotouristes luçonnais au défi vélo du mois de mai 2023, il nous est apparu logique d'intégrer également Monsieur le Président des cyclotouristes luçonnais à ce comité consultatif. Et troisième petite modification, c'est l'intégration d'un acteur aussi de la société civile qui est apparu, qui a créé son activité depuis peu, c'est Madame Daisy Girard, qui intègre les membres de la société civile. Voilà les 3 petites modifications. Voilà, donc c'est un changement de membre au sein donc, du comité consultatif. Avez-vous des remarques, des suggestions? Non? Très bien, merci. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, voté à l'unanimité, merci. La 5e délibération, c'est l'approbation de la procédure de déclassement dans l'impasse de Sébastopol pour 2 sections AB, route de la Roche, également la section AB. Je laisse Denis Lesage nous en parler. Merci, monsieur le maire. 2 parcelles effectivement concernées par cette procédure de déclassement. Vu les articles L141-3 et L141-7 du Code de la voirie, vu les procès-verbaux concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques en date du 17 octobre et du 20 décembre 2022, vu les notices d'extraction du domaine public de la ville de Luçon, vu les procès-verbaux de bornage et de reconnaissance des limites en date du 18 octobre et du 23 novembre 2022, attendu que le déclassement est un acte administratif par lequel une voie communale perd son caractère de voie publique et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée, considérant que toute décision de déclassement de voie communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, considérant que le présent projet fera l'objet d'une enquête publique, compte tenu
de l'atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Donc la durée de l'enquête publique sera de 15 jours. Considérant la volonté de la commune de déclasser ces 2 voies appartenant au domaine public routier communal, section AB, pour des superficies donc, de 2 arts et 9 centiares pour une, et pour une superficie de 17 arts et 4 centiares pour l'autre, considérant la volonté de la commune de procéder au terme de la procédure à la vente des dites parcelles, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 13 septembre 2023, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre 2023, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à approuver la procédure de déclassement d'une parcelle située impasse Sébastopol, section AB, d'une superficie de 2 arts et 9 centiares, et d'autre part d'une parcelle située route de la Roche-sur-Yon, section AB, d'une superficie de 17 arts, 4 centiares. Et à autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document utile et nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de déclassement. Donc, pour préciser, ce sont 2 parcelles. L'une se retrouve enclavée au sein des propriétés du groupe Libo, donc impasse de la Roche, et donc qui ne dessert plus aucune autre parcelle que ces propriétés Libo. Et le groupe Libo nous a fait savoir son intention éventuellement d'acquérir cette parcelle, d'où la nécessité de la déclasser. Et les services ont travaillé de concert sur ces 2 parcelles pour optimiser et gagner du temps. Et en même temps, on déclasse une parcelle qui faisait partie d'un délaissé à proximité d'ailleurs, c'est-à-dire au niveau du giratoire en face du groupe Libo, c'est-à-dire devant l'ancienne maison APL, l'ancienne maison témoin APL, c'est-à-dire à gauche en sortant de Luçon, route de la Roche, juste après le giratoire, une parcelle de 1704 mètres carrés qui sera certainement en situation d'intéresser un acquéreur. Voilà, c'est une belle parcelle donc, que la commune pourra vendre par la suite. Voilà, très bien. Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Non. Très bien, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 6e délibération, c'est maintenant des délibérations qui deviennent récurrentes. C'est donc une demande de subvention pour la restauration du patrimoine dans notre zone SPR. Je laisse Denis nous le présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 23 novembre 2021 accordant une aide pour la restauration des bâtiments du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, fixant le taux de subvention à 10% des travaux effectués dans un plafond de 20 000 euros TTC et donc une limite de 2 000 euros d'aide accordée. Vu la convention annuelle passée avec M. Yves Nicolas, architecte DPLG, vu les certificats de conformité des travaux établis par M. Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 13 septembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est invité à délibérer et à accorder donc la subvention suivante pour des travaux réalisés au 29 avenue Michel Rambaud, travaux donc de rénovation et d'embellissement. Le montant de la facture des travaux est de 7 485,97 € et le montant de l'aide calculé est donc de 748,59 € avec un 7 derrière. Le trésorier appréciera. Et dit donc les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget municipal, à autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Voilà, c'est dans le cadre toujours des opérations d'embellissement et de rénovation et de mise en valeur du bâti dans le site patrimonial remarquable de Luçon. Très bien. Des remarques? Non, je ne pense pas. Très bien. Écoutez, je vous le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'autre délibération, c'est celle concernant le détermitage, donc une demande de subvention. Denis Lesage. Merci, monsieur le maire. Même principe, vu le CGCT, vu la délibération donc, du 11 avril 2023 accordant une aide pour les immeubles luçonnais à usage d'habitation fixant taux de subvention à 20% des dépenses réelles, pour le traitement curatif et 10%
des dépenses réelles pour les traitements préventifs plafonnés à 4 600 € de travaux TTC et donc dans une limite de 920 € d'aide accordée pour le curatif et 460 pour le préventif. Vu la convention passée avec l'organisme Solia, vu les documents fournis et transmis par Solia, organisme chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 13 septembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à accorder la subvention suivante pour l'adresse des travaux au 7 rue Alexis Vinsonneau pour des traitements de type curatif et un montant d'aide donc de 567,60 € et dit que les crédits sont ouverts sur la ligne 65 741 pour cette opération et autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Donc, délibération courante. Avez-vous des remarques? Non, très bien. Je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La 8e délibération, c'est l'adoption du rapport du prix de la qualité du service public d'assainissement collectif pour 2022. En l'absence de M. Francis Vrignot, donc c'est Denis Lesage qui s'y colle. Merci Denis. Merci Monsieur le maire. Monsieur Francis Vrignot, conseiller délégué à l'environnement, m'a sollicité pour le remplacer, ce que je fais avec grand plaisir. Vu le CGCT donc, qui impose à son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'assainissement collectif, considérant que ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, donc il s'agit de 2022, et donc on est bien dans les 9 mois, et faire l'objet d'une délibération. Je vous passe les références aux articles. Donc, considérant que le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits à l'annexe 5 et 6 du CGCT, ces indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans le système d'information dit 6PA dans le délai de 15 jours. Nos services suivent ça de manière très précise et je les en remercie. Considérant que le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme en date du 13 septembre 2023, après présentation de ce rapport, le conseil municipal sera invité à adopter le RPQS pour l'assainissement collectif et à décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération et à décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site Service aux France et à décider de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le site 6PA. Ce rapport que vous trouvez juste après en annexe, donc c'est le rapport habituel sur lequel que Francis présente tous les ans, donc exercice 2022. Il y a peu de spécificités. On peut observer l'évolution du nombre d'abonnés, donc de 0,5%, une évolution favorable, donc plus 0,5% d'abonnés qui correspond aussi tendanciellement à l'évolution de la population, plus 0,5%, donc c'est assez cohérent. Une évolution des volumes facturés un peu plus forte, 5%, qui est peut-être liée, pas d'explication notable, à part que, effectivement, l'année 2022 a été une année caniculaire, donc peut-être une consommation un peu supérieure en 2022, consommation d'eau, et donc assujettissement des volumes assainis. Donc voilà des indicateurs qui sont en tout cas en hausse. Ce que l'on peut constater, tous les indicateurs de conformité, boue produite, etc. sont conformes. Les participations aux frais de branchement qui avaient été ajustées dans le cadre d'une délibération précédente de 550 à 500 €, donc pour les nouveaux raccordés. Donc un tarif en légère baisse. Et puis vous retrouvez la grille tarifaire sur laquelle nous avions délibéré en 2022, donc l'année dernière, et qui est rentrée en application. Cette grille tarifaire a mis en application ce qu'on appelle une tarification progressive, qui depuis a été prônée par les autorités de l'État
notamment en 2022, et nous l'avions mise en œuvre pour notre service de l'assainissement auparavant. Donc tarification progressive par tranche, 0,40 m3, 41 à 120 et au-delà de 120 m3, tarification qui permet d'inciter les consommateurs à l'économie d'eau, bien évidemment. Voilà, au global, vous pouvez observer, c'est la résultante donc de différents ordres, donc notre délibération et puis l'évolution de la part délégataire, une tarification qui est en augmentation pour une facture 120 m3 de l'ordre de 8%, environ 4 à 5% pour la part délégataire et un peu plus pour la part collectivité. Cette augmentation que nous avions délibérée l'année dernière est justifiée par l'investissement pour la construction de la future station d'épuration, puisque nous sommes obligés d'équilibrer le service public de l'assainissement en dépenses et en recettes, et nous engageons donc la construction de cette station, et il faut financer cet investissement. Et donc nous avons mis en place d'une part la tarification progressive pour ne pas augmenter les premières tranches, et également nous n'avons pas mis en place de part fixe annuelle, c'est-à-dire d'abonnement, mais par contre il a fallu procéder à une augmentation pour financer la station. Voilà. Et vous avez d'autre part, vous constatez l'augmentation donc des recettes sur la page suivante, page 12. Et puis sinon les autres taux sont très satisfaisants. La conformité du traitement de la station. Et ce que l'on peut voir également, ce sont les travaux engagés et suivis par les services, le renouvellement des réseaux notamment, parce qu'il n'y a pas que la construction de la station, il y a le renouvellement des réseaux. Donc là, on est page 18 du RPQS, avec le renouvellement de 600 mètres de réseau en 2022. Et vous voyez que les 3 dernières années, nous avons renouvelé les réseaux de collecte d'assainissement pour les maintenir en bon état, et notamment ces renouvellements ont été effectués en amont des travaux de voirie. Notamment, vous avez pu observer des renouvellements de réseau sur le quartier donc, du Bourgneuf, donc la rue Henri Renault, la rue et les rues boulevard de Monnerie, notamment. Voilà les travaux qui ont été réalisés, qu'il nous faut financer sur ce budget. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de ce RPQS. Merci Denis de cette belle synthèse concernant ce rapport. Avez-vous des remarques précises? Oui. Oui, sur l'augmentation des taxes, on n'a pas trop le choix quelque part, puisqu'on a... Ce ne sont pas des taxes. Non, c'est une redevance. La redevance sera tout de même payée par les citoyens du Sonnet. Là, j'ai été encore apostrophé par une collègue il n'y a pas longtemps, ce matin, qui se plaint de l'augmentation de toutes les taxes. Un petit peu, je pense surtout aux déchets qui vont arriver sur l'Interco. Ce n'est pas une taxe. C'est une redevance incitative, on est d'accord? Non, c'est une redevance. On est d'accord, c'est une redevance. Voilà. C'est pas jouer sur les mots, mais c'est sûr. Si. En tout cas, ça sera payé par les citoyens. Ils seront taxés par cette redevance. Non, voilà, c'est l'augmentation du prix. Ils ne sont pas taxés, c'est une redevance proportionnelle. Ouais, moi, je ne vous ai pas du tout coupé, Denis Lesage. Donc, on est d'accord. Hein. Donc, il y a une redevance qui va être payée. Quand on voit l'explosion du prix des carburants, l'explosion de la vie qui coûte de plus en plus cher, voilà, je pense qu'il va falloir vraiment bien expliquer aux gens pourquoi on augmente ces redevances, que ce soit à l'Interco, mais aussi à Luçon. À Luçon, tout de suite, je mets le haut là. Nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition depuis 15 ans. Je le dis, je le redis, je le répète. Maintenant, effectivement, la taxe foncière augmente. Elle augmente même très nettement. Hein, j'ai la mienne ici. On peut la détailler si vous voulez. Si je vous dis l'envolée qu'elle a fait, c'est pas de ma faute. Et moi, je vais dire ce qu'a dit le président dimanche soir. C'est de sa faute, parce que lui dit que c'est la faute des maires, mais moi je dis non, c'est de la faute du président, enfin, ou du gouvernement, ou de je ne sais pas qui, mais peu importe. Aujourd'hui, la taxe foncière, l'État a augmenté de 7,5%. La communauté de communes, on en fait partie, on a tous voté, a mis maintenant une taxation en place, on a pris 2%, elle n'existait pas avant,
On l'a voté, à notre âme et conscience, mais effectivement, il y a beaucoup de projets sur la communauté de communes à porter, donc on doit les assumer. Variation de plus 24% effectivement sur les ordures ménagères. C'est une volonté aussi de la communauté de communes qui est en charge de la collecte et qui va investir quand même 13 millions d'euros dans les 3 années qui viennent, 13 millions d'euros d'investissement pour effectivement mettre en place la redevance incitative et aussi mettre en place les points d'apport volontaires et créer donc les 7 déchetteries. Et puis en fait, nous avons aussi la taxe GEMAPI, donc pour les risques d'inondation, la protection des digues, etc., qui effectivement a aussi augmenté donc de près de 10%. Donc voilà, quand on fait le calcul, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop taxés, mais c'est effectivement le lot des investissements et du fait qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de choses se mettent en place et on parle d'environnement, on parle effectivement de sobriété et ça passe forcément par ça. Mais je le dis et je le redis, la ville de Luçon n'a pas augmenté ses taux depuis 15 ans et a fait cette promesse sur le mandat de ne pas le faire. Donc nous ne le ferons pas. Donc si effectivement les taxes foncières augmentent, eh bien, comme l'a dit le président, moi je dis, allez, il a dit d'aller voir les maires, mais moi je dis d'aller le voir lui, parce que c'est lui qu'il faut aller voir, et puis aussi les autres autorités qui effectivement ont augmenté les taxes. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Mais je compatis complètement à ces augmentations qui nous plombent tous, malheureusement. Y a-t-il d'autres remarques? Non? C'est mon coup de gueule de ce soir, hein, j'en aurai pas d'autres. Malheureusement. Écoutez, je vais le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour ce rapport? Merci Denis de nous l'avoir présenté. Je vais laisser la parole maintenant à Yveline Thibault concernant la convention donc, sur l'oblitération entre la ville de Luçon et le CCAS. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et considérant la nécessité, en fait, dans un objectif de bonne gestion et de célérité des services publics, de mutualiser les opérations d'oblitération entre la ville de Luçon et le Centre communal d'action sociale de Luçon, il convient de prévoir donc les modalités de refacturation liées à la part des courriers oblitérés pour le compte du CCAS de Luçon. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 septembre 2023, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention relative à la refacturation de l'oblitération entre la ville de Luçon et le centre communal d'action sociale et autorise monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la dite convention. Je pense que vous avez pris connaissance de la convention et donc voilà, c'est pour mettre en œuvre, enfin du moins officialiser les choses. Donc c'est dans un souci de bonne gestion comptable, hein. Il y a la facturation, c'est à peu près entre 80 et 120 euros par mois, hein, à peu près de facturation. Voilà. Avez-vous des remarques? Non, très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité. Merci. La 10e délibération, je vais vous la présenter. C'est la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Hein, effectivement, la loi donc, du 21 février 2022, donc 3DS, hein, relative donc à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures sur la simplification de l'action publique locale, donc la loi 3DS, dans son article 218, effectivement, nous permet donc de pouvoir consulter donc, pour les élus un référent déontologue chargé d'apporter tout conseil utile au respect et principes déontologiques. D'accord ? Voilà, donc les missions du référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Ces personnes qui sont désignées donc, ne doivent pas exercer un mandat d'élu local. Donc il a été décidé en commun accord avec les maires de la communauté de communes, avec les maires de Vendée, donc, que les référents déontologues soient désignés par le centre de gestion de la Vendée, le CG 85. Hein. Elle accompagne donc dans la prévention des risques sur les conflits individuels ou pénals. Hein. Donc ça peut être lié à des poursuites pénales, liées par exemple aux situations de conflit d'intérêts pour lesquelles les élus pourraient se retrouver. Donc la liste des déontologues, je ne vais pas vous donner les noms forcément, mais sachez que nous en avons donc
4 sur la Vendée. Donc nous avons le président honoraire du corps des tribunaux administratifs, un professeur du droit public à la faculté, un administrateur des finances publiques et également un président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Voilà, donc ce sont ces personnes qui ont été désignées par le CG de la Vendée et on vous demande donc ce soir d'approuver, donc, dans le cadre de cette délibération, la désignation des référents déontologues, donc par rapport à la liste qui a été constituée, dire que les personnes subventionnées exerceront leurs fonctions pour la durée du mandat, fixe les modalités de saisine ou des référents déontologues, ainsi que les conditions d'examen de demande. Par exemple, lorsque vous avez effectivement vous avez besoin d'un déontologue, il faudra donc saisir l'association des maires de Vendée, de façon à ce que eux vous mettent en relation avec une de ces personnes pour effectivement et bien ensuite vous conseiller. Donc on passe par l'association des maires de Vendée dans ce cadre-là, d'accord ? La collectivité donc saisie par tous les moyens la MPCV qui se charge d'affecter un de ses membres à l'affaire à traiter. La MPCV met en relation le référent désigné avec la collectivité et si besoin sur demande du référent désigné ou de la collectivité et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec d'autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège est référent et décide des moyens matériels mis à disposition. On décide que les avis donc, ou des référents déontologues ou des membres du collège seront rendus dans un délai de 2 mois par écrit. On décide également que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues sont portées par tout moyen de connaissance à la connaissance des élus locaux intéressés. Voilà, donc c'est simplement de vous faire savoir qu'effectivement maintenant il existe une commission avec donc 4 personnes qui ont été désignées par la MPCV qui peuvent éventuellement donc vous conseiller ou vous accompagner dans des démarches vous concernant. Avez-vous des remarques particulières? Non? Très bien, écoutez, je vous en remercie. On va donc soumettre à votre vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante, donc, c'est la contribution au Fonds de solidarité des collectivités françaises au soutien aux victimes du séisme au Maroc. Malheureusement, le Maroc a subi bien sûr un séisme de magnitude 7 survenu le 8 septembre 2023 qui a fait plusieurs milliers de victimes et de blessés. Pour soutenir les populations touchées par cette catastrophe, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via son centre de crise et de soutien, a mobilisé les fonds de concours des collectivités territoriales, ce qu'on appelle la FACECO, et entreprises. Donc en fonction de l'évaluation des besoins et afin de financer la mise en œuvre d'opérations humanitaires et de secours d'urgence et de dons en équipement et en vivres, et aussi au bénéfice des populations sinistrées, donc il a été décidé effectivement que la ville de Luçon souhaitait participer à la solidarité internationale en faveur des populations victimes de ce séisme. La FACEO donc, constitue aujourd'hui l'unique outil étatique donnant la possibilité aux collectivités de répondre rapidement et efficacement aux situations d'urgence et à la détresse des personnes affectées. Ce fonds assure aux collectivités territoriales françaises que les fonds engagés seront utilisés avec pertinence et eu égard à la situation d'urgence concernée et au terrain, qu'ils sont gérés par des experts et l'aide humanitaire d'urgence et que leur utilisation sera scrupuleusement tracée. Donc il est proposé au conseil municipal de verser la somme de 1 000 € à ce fonds de solidarité. Donc vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 septembre 2023, le conseil, après en avoir délibéré, donc va décider de verser la somme ou pas de 1 000 € au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales géré par le centre de crise et de soutien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en soutien aux populations victimes du séisme au Maroc. Impute la dépense principale au budget au chapitre 65, autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces et à la mise en œuvre donc, de la présente délibération. On a répondu donc à cet appel concernant malheureusement aussi le drame qui a sévi donc, malheureusement en Libye avec les dizaines de milliers de morts. Malheureusement pour l'instant nous n'avons pas été diligentés donc, par ce même fonds européen et des affaires étrangères. Donc éventuellement ça pourrait faire l'objet d'une prochaine délibération, mais les collectivités n'ayant pas encore été sollicitées,
pour l'instant, on ne nous inscrivons pas dans cette démarche. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Avez-vous des remarques sur cette délibération ? Oui, difficile de s'abstenir ou de voter contre cet élan de générosité, si nos finances nous le permettent bien évidemment. J'aurais juste une question liée un petit peu à l'international avec Luçon. Deux petites questions. Le drapeau ukrainien qui a orné la mairie, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas si vous pouvez nous renseigner. Et mon autre question, c'était où en sont nos liens avec le jumelage? Je ne sais pas si le Covid est fini, les barrières sont réouvertes ou rouvertes. Est-ce qu'on commence à trouver des liens, remettre en place quelque chose? Oui, je vais laisser peut-être... alors, concernant le drapeau ukrainien, on l'a enlevé. Hein. Malheureusement, c'est vrai. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'oublie pas, parce que tous les jours, il n'y a pas une journée où on ne parle pas, donc, malheureusement, de l'Ukraine et des atrocités qui sévissent, on le voit bien. Le drapeau ukrainien, on l'a enlevé. Peut-être que si c'était nécessaire, on le remettrait dans l'immédiat, effectivement. On l'a mis, mais il est toujours conservé, bien sûr, à la mairie, bien évidemment. Concernant le jumelage, Stéphanie peut peut-être nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, où on en est aujourd'hui avec Richelieu, parce que plein de choses se mettent en place. On se voit d'ailleurs la semaine prochaine avec le maire de Richelieu. Et puis ensuite, concernant éventuellement un prochain jumelage, les avancées que nous avons. Oui, merci Monsieur le maire. C'est vrai que nous voyons d'ores et déjà la délégation richelaise lundi 2 octobre prochain pour une matinée de réunion ainsi qu'un temps d'échange autour d'un déjeuner. Donc seront conviés certains autres adjoints de manière à mettre en avant ce jumelage fort qui a repris de manière intense depuis 2 ans maintenant. Donc l'idée là sur cette journée de travail le 2 octobre prochain, c'est de mettre en œuvre des temps forts et des événements à venir sur l'année 2024 qui symbolisent donc le retour des Jeux Olympiques sur la ville de Paris, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc en échange avec François Edouin, nous souhaiterions effectivement qu'il y ait des manifestations sportives entre Richelieu et Luçon qui s'organisent. Et puis par ailleurs, sur un jumelage à l'étranger, nous sommes toujours dans l'attente de la réception du retour de l'envoi de notre demande en italien sur 2 villes italiennes qui a été formulée en ce début du mois de septembre. Donc un jumelage, effectivement, on tend des perches et puis on attend en effet de savoir si ça fonctionne. Donc avant de partir sur d'autres dossiers, ce qui signifierait d'autres pays étrangers, nous attendons les réponses de ces 2 villes italiennes. Très bien. Ça répond à vos attentes. Ok, merci. Donc, on soumet cette délibération. Enfin, oui, on l'avait fait voter. Non, je ne l'ai pas fait voter. Je ne sais plus où j'en suis. Non, je ne l'ai pas fait voter. Donc, je soumets à votre vote cette contribution donc, de 1 000 € au profit, bien sûr, des victimes du séisme du Maroc. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, voté à l'unanimité. Je vous en remercie pour eux. La 12e délibération, ce sont des créances éteintes. Donc, dans le cadre du budget principal, je laisse Arnaud Charpentier nous les présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une délibération concernant les créances éteintes. Donc, vu l'état des créances irrécouvrables du budget principal transmis par la Direction générale des finances publiques, considérant que toutes les voies d'exécution étaient épuisées sans pour autant parvenir au recouvrement de ces créances. Donc, le trésorier sollicite l'annulation des créances éteintes ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui aboutit à un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs d'opération de liquidation judiciaire. Comme vous pouvez observer dans la délibération, vous avez des créances qui datent de 2015, qui concernent des loyers à hauteur de 24 741,77 € et on retrouve ensuite des droits d'étalage pour 1 170 €. Donc on vous demande pour un total général de 25 911,77 €. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'inscrire en créances éteintes les produits irrécouvrables, donc à hauteur de 25 911,77 €. La dépense correspondante sera inscrite au compte 6 542 du budget principal et un avis favorable de la commission des finances. Bien évidemment, si on fait cette délibération, c'est que tout a été fait et mis en œuvre depuis le début pour essayer de recouvrir ces créances, mais que les personnes n'ont pu le faire. Donc effectivement, on a attendu l'avis de la justice pour pouvoir vous présenter malheureusement cette perte financière pour la ville de Luçon. Bien, avez-vous des remarques ? Non, pas de remarques. Hein, on en a débattu déjà, bien sûr, lors de la commission finances.
Voilà, donc je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voté à l'unanimité, je vous en remercie. L'autre délibération, donc c'est toujours, enfin là c'est le budget annexe de la maison de santé pluriprofessionnelle, pardon. C'est une DM numéro 1, je laisse Arnaud Charpentier nous la décrire. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Yveline, on pouvait se réjouir de l'arrivée d'un nouveau médecin, mais effectivement, qui dit nouveau médecin dit aussi nouveau matériel. Donc effectivement, cette délibération, c'est pour l'achat des fournitures pour l'arrivée de ce nouveau médecin. Donc on considère la possibilité de modifier ce budget, d'où cette décision modificative numéro 1. Considérons la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables nécessaires à l'activité de la commune, compte tenu que le chapitre 21 ne dispose pas suffisamment de crédit pour passer les écritures. Donc on a eu un avis favorable de la commission des finances le 18 septembre. Et donc on approuve cette décision modificative qui est de l'ordre de 400 € pour permettre d'accueillir dignement ce médecin que la population est heureuse d'accueillir. Voilà. Des remarques? Je ne pense pas, non? Très bien. Donc, il faut un ordinateur pour pouvoir effectivement préparer les ordonnances. Je soumets à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc voté à l'unanimité, merci. La 14e délibération, donc c'est l'ADM2 du budget principal concernant la régulation des récupérations d'avances et des amortissements. Arnaud Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, cette régularisation des récupérations d'avances des amortissements est liée à la mise en place de ce nouveau logiciel. Donc effectivement, vu le Code général des collectivités, vu la délibération du Conseil municipal en date du 11 avril 2023 relative au vote du budget primitif, donc, considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables nécessaires à l'activité de la commune, considérant qu'il convient de régulariser les avances consenties aux entreprises pour les travaux engagés par la commune de Luçon, donc considérant qu'il convient de régulariser les amortissements de biens non amortis à ce jour suite au rapport de synthèse de la qualité des comptes de la DDFIP. Donc, compte tenu du chapitre 41, 42 et 040 ne disposent pas suffisamment de crédits en dépenses et en recettes, il est nécessaire de modifier le budget comme suit. Donc vous avez les différents points, les opérations d'ordre de 56 000 € et 24 400 €. Et un avis favorable de la commission des finances. L'objectif, c'est de régulariser voilà, les petits détails liés à la mise en place de la MP57. Pardon. Avez-vous des remarques? Non, très bien, merci. On soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc voté à l'unanimité, merci. Autre délibération, donc c'est le budget assainissement, décision modificative numéro 1. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, c'est dans la même veine, c'est dans ce budget assainissement, donc une décision modificative numéro 1. Donc l'objectif, c'est de se mettre à la page avec les nouvelles réglementations. Donc vu le Code général des collectivités, vu la délibération du Conseil municipal en date du 11 avril 2023 relative au vote du budget primitif, donc considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédit pour faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables nécessaires à l'activité de la commune, donc il convient de régulariser les avances consenties dans les travaux engagés sur la commune. Et donc compte tenu que le chapitre 41 ne dispose pas suffisamment de crédit en dépenses et en recettes, il est nécessaire de modifier le budget comme suit. Donc vous y retrouvez les 9 420 € et les 15 200 que l'on retrouve dans les dépenses et dans les dépenses d'investissement et de fonctionnement, ainsi que dans les recettes et les investissements. L'objectif, c'est de régulariser comme il nous a été demandé. Donc un avis favorable de la commission des finances du 18 septembre. Et donc, il a entendu son rapporteur, donc une délibération pour approuver cette décision modificative. Très bien, merci. Pas de remarque particulière? Non, merci. On soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Voté à l'unanimité, merci. Autre délibération, donc c'est la modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, donc pour l'année 2024. Je laisse Arnaud Charpentier nous la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les différentes associations, ainsi que déjà une première délibération qui a été présentée au conseil municipal avec une délibération donc, du 17 mai 2022 relatif à la TLP applicable en 2023 et du 16 mai 2023 pour l'application en 2024. Donc considérant les différents articles mettant en place donc, les enseignes supérieures soit à 12 mètres carrés ou égales à 20 mètres carrés. Donc en ce qui concerne la mise en place pour les chiffres de 2024, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le tarif maximum pour les publicités et les préenseignes, soit 23,30 € par mètre carré et par an, compte tenu de l'appartenance à une EPCI dont la population est supérieure à 50 000 habitants.
d'adopter un tarif de base de 15 € par mètre carré par an pour les enseignes, c'est-à-dire un tarif inchangé par rapport à 2023, tout en maintenant l'exonération des enseignes autres que celles scellées au sol, dont la surface totale est comprise entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés, mettant en place une réfaction de 50% pour les enseignes dont la surface totale est comprise entre 12 mètres carrés et 20 mètres carrés, et en augmentant le tarif des enseignes dont la surface est supérieure à 20 mètres carrés, afin de rectifier de manière progressive et sur plusieurs années le tarif des 2 tranches les plus élevées pour les amener vers les tarifs prévus par les dispositions légales compte tenu des coefficients multiplicateurs. D'adopter l'exonération des publicités sur les mobiliers urbains relatifs au futur marché pour lequel une mise en concurrence va être lancée prochainement. Un avis favorable de la Commission des finances du 16 mai 2023. Il y avait un avis favorable de la Commission des finances du 18 septembre 2023. Donc le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'application du tarif maximum pour les publicités et les préenseignes, décide de maintenir le tarif de base des enseignes 15 € par mètre carré et par an, de poursuivre l'exonération des enseignes autres que scellées au sol dans la surface cumulée comprise entre 7 et 12 mètres carrés. On redit mise en place d'une réfaction de 50% pour les enseignes dont la somme cumulée est comprise entre 12 et 20 et une augmentation progressive des tarifs pour les autres enseignes pour arriver et prendre en compte le coefficient multiplicateur et exonérer la publicité sur les mobiliers urbains et d'approuver les tarifs de la TLPE applicables à compter du 1er janvier 2024. Et vous retrouvez la grille avec l'ensemble des données que je viens de vous présenter et prendre en compte ces différentes mesures à partir du 1er janvier. Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Oui, plusieurs. Cette délibération nous laisse un petit peu perplexes parce qu'on l'a passée au mois de mai. C'est surtout en termes de légalité déjà, puisqu'on doit fixer les tarifs avant le 1er juillet. C'est marqué 2 fois dans la délibération, et là on est en septembre, et on modifie les tarifs qui ont été votés en mai. Donc voilà, alors, je ne sais pas si c'est potentiellement possible, parce que c'est une délibération, c'est pas une modification de délib, c'est une nouvelle modification qui passe après le 1er juillet. On a regardé, hein, juridiquement c'est possible, hein, donc il n'y a pas de souci. Sinon on ne l'aurait pas fait, bien sûr. Hein. On s'est entaché effectivement de pouvoir effectivement avoir cette possibilité, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'était la première question. Oui. Alors la seconde, c'est sur l'objectif de cette délibération. Hein. Nous, on avait voté pour au mois de mai, puisqu'on pensait que vous aviez communiqué avec les commerçants et artisans. Vous nous aviez dit à l'époque, pendant le conseil municipal, qu'il y avait quelques dents qui grinçaient. Mais là, on voit qu'on est revenu un petit peu en arrière sur certains tarifs. Notre question serait, combien avions-nous en 2023 récupéré grâce à cette taxe? Combien aurions-nous dû récupérer sans cette modification en 2024? Et donc quel est, entre guillemets, le manque à gagner? Je n'aime pas trop parler comme ça, mais combien va-t-on perdre, entre guillemets, à modifier les tarifs? En fait, on va pas mettre sur la table ce que rapportent les entreprises, etc. Les chiffres, je préfère pas les fournir. On pourra effectivement échanger entre nous, si vous le souhaitez, sur ces chiffres exacts, parce qu'on n'est pas là en fait pour... il faut bien comprendre que le principe de mettre en place une taxe locale, c'est pas pour avoir des recettes pour la ville, c'est pour d'abord supprimer ou diminuer le plus possible la pollution visuelle. Ça, c'est le premier argument. Le premier argument, c'est, messieurs les entrepreneurs, les industries, diminuer le plus possible vos panotages de façon à ce qu'il y ait moins de pollution visuelle. Quand on rentre dans une ville, qu'on voit que ça fait mauvais effet. En plus, on est aux portes du Marais Poitevin et c'est vrai qu'on a quand même des obligations. La deuxième chose, c'est effectivement, on lance le marché public sur la microsignalétique qu'on est en train de mettre en place sur la ville de Luçon, ce qui effectivement nous oblige à avoir un certain équilibre économique. C'est pour ça qu'on avait au départ mis en place des tarifs qui étaient ceux que vous avez votés au mois de mai. Simplement, par rapport à effectivement cette démarche, on a bien vu après que notamment les plus gros, on va dire les gros entrepreneurs, ceux qui avaient le plus de superficie effectivement d'enseignes, eh bien, se sont plaints vers nous. Autant les petits, les entreprises et les commerçants, qui avaient l'habitude effectivement d'être dans cette démarche, ça ne les a pas forcément inquiétés. Sur les grosses entreprises, du fait qu'on avait quand même bien augmenté, ça les a fait tousser. Et on a entendu leur attente. On s'est rencontrés à 2 reprises
Et donc on a décidé, en commun accord avec eux, de baisser certains tarifs. On en a baissé 2 en fait. On a baissé les tarifs donc entre 20 mètres carrés et entre 20 et 50 mètres carrés. On est passé donc de 20 € à 18. Et puis sur les superficies de plus de 50 mètres carrés, là c'est là où on a fait l'effort, on est passé donc de 35 à maintenant à 31. Donc voilà les deux gros impacts qu'il y a sur cette modification de délibération, mais c'est vraiment comme un accord avec effectivement les commerçants et les industriels de Luçon. C'est ça qui nous pose question. La diminution, on le comprend. C'est juste le manque de, comment dire, vous n'êtes pas allé les voir avant de voter la délibération. C'est ça qui nous perturbe. On les avait rencontrés au préalable. Simplement, on n'a pas rencontré tout le monde. On n'a pas rencontré tous les je veux dire, ils sont combien? Ils sont 117, je crois. Oui, 117 redevables de la TLPA sur Luçon. On n'a pas réuni les 117 personnes. On avait réuni les gens de la CAP et puis ceux donc de TLPE, enfin SVLE du moins, les principaux, on va dire, représentants qui, pour eux, ça ne posait pas trop de soucis. Simplement, une fois effectivement une fois qu'on a fait les courriers, qu'on les a adressés aux entreprises, c'est là où on a eu effectivement ce retour qui nous a été fait. Et donc, il a fallu ensuite bien qu'on se réunisse à 2 reprises pour pouvoir effectivement tomber sur quelque chose qui soit aujourd'hui raisonnable. Ce dont on peut se féliciter, moi c'est surtout là-dessus que je vais insister, c'est que depuis effectivement, il y en a qui ont régularisé, donc pas mal ont régularisé en diminuant leurs taxes du fait qu'ils ont bien évidemment diminué leur surface d'enseigne. Et ça, c'est l'objectif principal. Bon, c'était aussi pour ça que nous, on avait voté au mois de mai. C'est pas une critique, mais je pense qu'il y a un manque d'anticipation. On vote quelque chose alors qu'on n'a pas la réponse de tout le monde. C'est ça qui peut poser problème. Mais on est d'accord, l'objectif, vous l'avez dit, c'est pas de récupérer de l'argent sur le dos des entrepreneurs et des artisans. C'est vraiment diminuer la taille des panneaux pour vraiment limiter cette pollution visuelle. C'est l'objectif. Au concours de Miss France Moche, il y a beaucoup de villes qui sont en avance. Nous, on n'est pas loin derrière. Il faut vraiment que nos entrées-villes soient bien améliorées, quoi. On est bien d'accord. Donc voilà, donc on est dans cette démarche et aujourd'hui, les entrepreneurs aujourd'hui sont en phase avec nous. Par contre, on leur a bien dit qu'il y aura un lissage, forcément, parce que normalement, on n'est pas... si on regarde bien, pas au regard effectivement de ce qui se pratique ailleurs, on en est très très loin, mais tout doucement, on va avancer à nouveau au fil des ans. Mais on a bien compris qu'effectivement, il a fallu tenir compte aussi du contexte inflationniste, qui effectivement est présent aujourd'hui, et donc faire en sorte de ne pas trop pénaliser les enseignes. Ouais, j'avais une dernière remarque. Donc nous, on est totalement d'accord de diminuer, tant mieux. Je veux dire, je pense que c'est important. Si les artisans et commerçants se plaignent que c'est trop cher, ça s'entend. Le souci, c'est que certains artisans ont refusé de verser de la subvention à certaines associations. Donc vous voyez que c'est un petit peu embêtant parce qu'ils ont joué un petit peu là-dessus et je les comprends, mais il faut bien comprendre que les associations ont souffert aussi de cette augmentation, d'où je répète notre remarque, de manque d'anticipation et de recherche de la meilleure valeur possible pour cet axe-là. Je ne sais pas qui chez vous, à la majorité ou même à la mairie, quel est le référent avec les commerçants et les artisans? Vous aviez recruté il y a quelques années une personne, elle a été remerciée au bout d'1 an. Je ne sais pas si quelqu'un a pris le relais de cette personne pour vraiment faire remonter les informations. On avait une animatrice de centre-ville avant. Oui, c'est ça. Là maintenant, ce poste-là, donc on n'a pas souhaité le renouveler. Par contre, donc c'est Yveline Thibault qui est donc la référente avec les commerçants. Par contre, après avec les artisans, les industriels, c'est aussi avec Yveline et moi-même que nous le faisons. On se réunit maintenant, on a convenu, on se réunit quasiment tous les mois. C'est quelque chose qu'on a vraiment entériné, qu'on ne faisait pas avant. Justement, tout ça, c'est issu effectivement de cette démarche. Et maintenant, oui, les relations sont bonnes. Et par contre, comme je répète, il y avait 117 enseignes qui étaient taxables. On n'a pas pu réunir les 117 personnes. Nous, on voit toujours les représentants des associations et à partir de là, c'est à eux de faire le relais derrière. Si effectivement la démarche n'est pas toujours peut-être bien transmise, ou c'est très souvent comme ça que ça se passe, quoi. On l'a bien vu. Simplement pour effectivement aller sur un autre sujet, on a fait dernièrement une réunion avec les commerçants, par exemple
pour éventuellement une démarche, une réflexion sur le centre-ville, sur l'école du centre. Tous les commerçants du centre-ville ont été démarchés un par un, on est allé leur porter personnellement les courriers, on leur a donné en main propre. Ils étaient 13 à la réunion. Donc voilà, sur un, je ne vais pas te dire combien, ça montre aussi, bon, alors après, vous me direz, peut-être que l'horaire n'est pas le bon, pourtant on le fait toujours à partir de 19h le soir. Hein, voilà, mais voilà, on s'intéresse plus ou moins, mais après, effectivement, lorsque malheureusement eh bien, le couperet tombe, après c'est là où on commence à se dire, ben non, mais c'est plus possible, quoi. Hein, c'est toujours après coup, mais c'est légitime, hein, c'est normal, on est tellement noyé entre les courriers, les mails, etc., qu'on ne prête pas toujours attention. Et puis après, bien sûr, lorsque effectivement on a surtout malheureusement des taxes à payer, parce qu'on parlait tout à l'heure des taxes, eh bien c'est tout à fait naturellement que les chefs d'entreprise viennent nous voir. Je pense que là on a trouvé un bon compromis, hein, et puis voilà. Mais c'était nécessaire. En tout cas, le but il n'est pas encore tout à fait atteint parce qu'il y a encore beaucoup de pollution visuelle, mais je pense qu'avec le temps, les entreprises diminueront effectivement leur surface d'enseigne. Voilà. Très bien. Écoutez, on va le soumettre à votre vote. Peut-être dire que pour compléter ce qu'a dit Monsieur le maire, effectivement, il y a Evelyne pour le centre-ville, mais il ne faut pas oublier que la compétence économique, ça reste quand même communautaire, et comme vous y siégez, je pense que c'est important de savoir après ce qu'on vote aussi au conseil communautaire, et je pense que c'est vrai que le débat il est très intéressant ici. Ce qui est dommageable, c'est que comme tous les services techniques, il y a les agents qui sont en commission, c'est aussi intéressant de poser les questions en commission, et en commission finance, et peut-être pas voter en commission finance, et après se dire qu'on s'interroge au conseil municipal parce qu'il y a une caméra. Je trouve que c'est important de travailler aussi en commission pour qu'on puisse avancer. Monsieur Charpentier, merci de nous apprendre à être des élus. Les questions, le débat, il a aussi lieu en conseil municipal. Vous me faites peur, là. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas parler devant les caméras. Non, les questions, nous, on travaille ensemble, on ne travaille pas tout le temps en commission. Juste pour vous dire aussi, pour la commission finance, les documents, on les reçoit la veille pour le lendemain. Et comme vous, hein, je suis actif. Nous sommes 5 actifs parmi les 5 membres élus. On ne peut pas tout le temps faire le travail la veille pour le lendemain. Les questions, on les travaille petit à petit ensemble. Et là, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Si vous avez la réponse, tant mieux. Je siège aussi au sein du conseil communautaire. Là, on parle de Luçon, on parle des artisans luçonnais, on parle des commerçants luçonnais, on ne parle pas du tout de l'intercommunalité. Je ne veux pas vous mélanger tout, là. Non, tu parlais de la zone économique, et les économies en périphérie, ça reste communautaire. Bien. Voilà. La petite passe d'armes a eu lieu. Je soumets donc cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, après la 17e délibération, c'est l'autorisation de recours au recrutement d'agents contractuels en cas de remplacement. Donc je laisse Christian Grimaud nous la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc le statut de la fonction publique territoriale prévoit que différents types de contrats, pour répondre aux besoins des différentes collectivités au niveau des recrutements. Bon, la plupart du temps, on a recours à des contrats qui viennent en renfort, pour assurer un renfort dans des situations de pic d'activité, qui sont sans pour autant et que le besoin soit pérenne. Donc c'est ce qu'on appelle des contrats d'accroissement d'activité. Il est également possible de recruter des contractuels sur emploi permanent, parce qu'une procédure n'a pu aboutir au recrutement de fonctionnaires. Vous savez que les fonctionnaires, on doit recruter en priorité des fonctionnaires. Et si on n'a pas forcément des fonctionnaires sous la main qui se présentent comme candidats, on peut avoir recours donc à des contrats, à des contractuels. Soit parce qu'il s'agit aussi de remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles pour des raisons de santé ou d'indisponibilité de courte durée, entre autres, qui permet de pouvoir subvenir à certains postes lorsqu'on a des indisponibilités d'agents. Donc c'est l'objectif de la délibération qu'on vous propose, c'est qui vient préciser d'abord une délibération qui a été prise il y a plusieurs années sur le recrutement des contractuels. Elle vise donc à sécuriser surtout la collectivité dans ces procédures de recrutement. Donc là, cette délibération permet donc d'autoriser Monsieur le maire à recruter donc des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article qui est précité, et donc également de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature et la fonction concernée, leur expérience et leur profil.
Donc voilà, cette délibération permet de régulariser aussi ce type de recrutement pour ces contrats qui peut nous être utile au niveau de la collectivité. Bien. Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Non, non, pas de remarques. On avait échangé pendant la commission, il n'y a aucun problème. Très bien, merci. On va le soumettre à votre vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Délibération suivante. Attendez, il faut que j'y revienne parce que je ne suis pas dessus. C'est la 18e, donc création de poste. Christian Grimaud. Merci Monsieur le maire. Donc création de poste d'un technicien territorial. Sur le tableau des effectifs, on compte actuellement un seul poste de technicien territorial sur la collectivité. Ce poste est devenu vacant lorsqu'on a eu la nomination au grade supérieur au concours de technicien principal deuxième classe. Donc c'est le technicien donc VRD qui est monté en grade. Ce poste est néanmoins prochainement pourvu parce qu'on a recruté donc un technicien bâtiment qui va arriver début octobre, donc qui va prendre ce poste-là. Par contre, il nous manque ce poste de technicien territorial, pour le recrutement de responsables espace vert que l'on va recruter donc au 1er janvier 2024. Donc c'est pour cette raison que l'on doit créer ce poste afin d'assurer ce recrutement, savoir qu'il faut que le poste soit créé avant de faire le recrutement. Donc la mise à jour des tableaux des effectifs en fonction des vacances de poste sera effectuée sur le conseil municipal du mois de décembre. Voilà pour cette délibération. Vous avez des questions? Avez-vous des remarques? Non, pas du tout. Très bien. Je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Merci. La prochaine délibération, donc c'est l'approbation, c'est la 19e. Je vais la présenter. C'est l'approbation donc du rapport, donc ce qu'on appelle la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, au titre de l'année 2023. Donc en fait, vous savez, la Commission locale, donc la CLECT, a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges qui sont liées au transfert des compétences entre la commune et la communauté de communes. Donc, pour celles qui ont opté pour la fiscalité professionnelle unique, ce qu'on appelle la FPU, la CLECT contribue à garantir l'équilibre financier entre les communes et la communauté de communes en apportant la transparence, la neutralité et l'équité des données financières. Voilà. L'évaluation des dépenses liées à des équipements est réalisée sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou en tant que de besoin, son coût de renouvellement, les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et est ramené à une seule année. Donc à la dernière CLECT, donc, la commission a été invitée à se prononcer sur les points suivants. C'était l'évaluation des charges liées au transfert de la compétence relais petite enfance, ce qu'on appelle maintenant RPE, de la ville de Luçon envers la communauté de communes, et également la cotisation, donc les cotisations qui sont inhérentes au parc du régional du Marais Poitevin. Concernant donc tout d'abord le transfert de la compétence RPE de la ville vers la communauté de communes, il a été effectué donc au 1er janvier 2023. Cette compétence est désormais déployée sur l'intégralité de la communauté de communes. Dans ce cadre, il a été évalué les charges qui ont été liées au transfert. Alors, ils ont pris bien sûr les recettes, et les charges générales, les recettes de personnel, les dépenses également, toutes les charges financières, les charges exceptionnelles, les contributions volontaires, les charges d'amortissement, les dotations et participations aussi ont été prises en compte. Donc, compte tenu de toutes ces études, le montant des charges à retenir pour le transfert de la compétence RPE de la ville de Luçon à la communauté de communes a été évalué à 18 565,79 €. Donc c'est quelque chose qui nous est imputé, qui nous est enlevé donc, de notre dotation. Par contre, dans le cadre du deuxième point, concernant la cotisation au parc régional du Marais Poitevin, donc le parc régional a modifié les contributions des communes adhérentes en 2022 à celles des EPCI en 2023. Si bien que les anciennes communes de la communauté de communes du Pays de la Mer, dont Luçon faisait partie, se voient aujourd'hui rétribuer les cotisations donc, qui sont versées au PNR, donc à la ville. Si bien que la communauté de communes nous rétrocède la somme de 2 217 €
donc, qui constitue effectivement la dotation que nous avions au préalable auprès donc, de la communauté de communes. Voilà, donc ce sont les impacts qui vous sont donc relevés et que vous avez donc dans le tableau qui est annexé effectivement donc, au montant d'attribution de compensation de fonctionnement de la CLECT. Donc nous sommes passés donc, pour un montant total d'attribution de compensation définitive qui avait été prévu donc, de 2 020 000 894,50 à maintenant une dotation donc, de 2 4 545 071 €, sachant qu'on a ce delta entre moins 18 565,79 et les plus 2 217 €. Voilà. Avez-vous des remarques concernant cette CLECT? Non? Pas de remarques particulières. Mais écoutez, je vais le soumettre à votre vote. Alors attendez, je revois quand même la délibération de façon à ne pas me tromper. Donc il vous est demandé d'approuver le rapport de la CLECT en date du 11 juillet 2023, tel qu'annexé à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voté à l'unanimité. Alors maintenant, il me revient, dans le cadre de la dernière délibération, à donc vous lire le rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Je vais m'appuyer sur effectivement le... Alors je ne sais pas si le diaporama va passer, si... D'accord. Je vais m'appuyer effectivement sur le petit PowerPoint qui vous est présenté, qui a été préparé par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Alors tout d'abord, on rappelle effectivement que la communauté de communes, c'est 43 communes, 950 km² et 56 371 habitants donc recensés donc, à l'INSEE dans le cadre donc, des sources du 1er janvier 2022. Nous avons donc le siège intercommunal, nous avons après beaucoup d'antennes qui sont réparties à travers toute la communauté de communes. Je ne vais pas forcément vous les décrire, mais enfin, sachez qu'il y a quand même 13 structures d'accueil petite enfance, 2 espaces France Service, 5 maisons de santé, 5 EHPAD, une cuisine centrale, des structures d'information touristique, 2 centres aquatiques, 6 médiathèques et une bibliothèque de plage, 4 sites pour les écoles de musique, un théâtre de poche et de verdure, un espace culturel, 3 salles omnisport et 11 déchetteries. Donc voilà un petit peu le patrimoine de la communauté de communes. Dans les compétences de la communauté de communes, on a donc bien sûr la compétence économie-emploi, avec notamment dans le cadre de l'économie de l'emploi, 42 zones d'activité, le soutien bien sûr aux activités commerciales et la promotion du tourisme. Concernant l'environnement et le cadre de vie, on parle surtout de protection, d'entretien, de valorisation du patrimoine et du littoral, la gestion de l'eau, ce qu'on appelle aussi donc la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et bien sûr, toujours dans l'environnement et le cadre de vie, la collecte des traitements des déchets, la lutte contre les nuisibles, et puis aussi les installations d'assainissement non collectif, ce qu'on appelle le SPANC. Ensuite, vous avez l'action sociale, avec à l'intérieur de l'action sociale, la création des espaces France Service. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons 2. Nous avons mis en place aussi un contrat local de santé. Nous avons 5 maisons de santé et 5 établissements EHPAD. Nous avons aussi une politique auprès de l'enfance et de la jeunesse, avec le soutien donc, dans le cadre de la petite enfance, de l'enfance et la jeunesse, avec la gestion de 3 structures petite enfance et 10 accueils de loisirs. Il y a également une formation d'éducation et de prévention routière, avec la piste. Sur l'aménagement et le territoire, donc un vaste chantier. Nous avons élaboré donc, et a été approuvé cette année le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Nous sommes actuellement dans l'élaboration donc, de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons défini également une mise en place d'un programme de l'habitat, ce qu'on appelle le PLH, le plan local de l'habitat. Nous gérons également les aires d'accueil des gens du voyage, que ce soit donc pour les aires familiaux et maintenant pour effectivement l'aire de grand passage qui va être mise en œuvre l'année prochaine. Et également donc, dans l'aménagement du territoire, il y a aussi tout ce qui est création, aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire, notamment dans les zones économiques et auprès des déchetteries. Et pour terminer concernant les compétences, dans le cadre de la culture et du patrimoine,
Un programme culturel est présenté chaque année. Il y a également donc bien sûr les salles culturelles que je vous ai précitées, et puis la mise en œuvre et l'élaboration et l'animation du réseau de lecture publique et de la promotion de la lecture, qui effectivement est faite régulièrement sous l'égide d'une vice-présidence. Concernant les finances de la communauté de communes, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, donc aujourd'hui, comporte 7 budgets, donc un budget principal et des budgets annexes. Je ne vais pas tous vous les décrire, simplement vous dire que les dépenses cumulées donc, de ces 7 budgets, c'est en dépenses 60 550 000 euros environ, et en recettes cumulées 63 20 000 euros. Donc le budget principal, donc, en fonctionnement, le résultat a été excédentaire de 2 43 120 euros cette année, avec le cumul reporté de l'exercice précédent qui était de plus 6 716 182 euros. On affiche donc aujourd'hui un résultat positif de de 8 760 000 euros environ. En investissement, le résultat est déficitaire de 472 700 euros donc, pour l'année 2022, reporté donc à l'antériorité de 2 558 000 euros, soit un résultat négatif en investissement de 3 30 000 euros, le solde des restes à réaliser étant positif à hauteur de 500 313 euros. Le besoin donc en financement pour la communauté de communes s'est élevé cette année à 2 526 407 euros. Concernant donc la capacité d'autofinancement, la CAF, capacité d'autofinancement net de la communauté de communes, s'est élevé donc pour l'année 2022 à 2 329 586 euros contre 1 404 473 euros en 2021, soit une variation à la hausse de 65,87%. Le remboursement de la dette au 31 décembre 2022, donc l'encours de la dette était donc de 36 882 527 euros, soit 654,28 euros par habitant, tout budget confondu. En 2022, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a contracté donc 2 emprunts nouveaux d'un montant de 1 800 000 euros, dont l'encaissement ne sera effectif qu'en 2023. Un programme pluriannuel d'investissement, bien sûr, a été mis en place entre 2023 et 2026. Je ne vais pas tout vous le décrire, bien sûr. Simplement, il prévoit donc des investissements de près de 40 millions de dépenses sur la période. Dans ces dépenses, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous y avons effectivement déjà près de 13 millions d'investissements, ne serait-ce que pour la collecte et la gestion des ordures ménagères. Dans les ressources humaines, la communauté de communes, c'est 256 emplois permanents, avec donc bien sûr des personnes de toutes les catégories. Nous avons ici, dans le cadre de l'économie, donc des dispositifs de subvention aux entreprises qui ont été mis en place, avec notamment donc des aides pour les entreprises qui sont de moins de 5 salariés, une politique tarifaire des bâtiments aussi pour les 43 zones donc économiques qui ont été révisées, la mise en commercialisation donc de la zone de Ferme-Neuve à Luçon et l'extension donc de la zone de la Réorte qui sont maintenant effectives. Le Vendéopole a également investi près de 2 millions d'euros pour renforcer la capacité électrique du parc pour subvenir aux besoins effectivement des entreprises qui sont grandissantes sur le Vendéopole. Il y a eu donc dans les chiffres clés donc, de l'année 2022 12 ventes de terrain représentant 10,5 hectares environ pour une somme de 1 500 000 euros à peu près. Et 4 ateliers relais ont été loués à 3 créateurs d'entreprises et une entreprise exogène s'implantant sur le territoire. En ce qui concerne l'urbanisme et l'habitat, comme je vous le disais tout à l'heure, le SCOT donc, a recueilli, donc, bien sûr, il a été approuvé au mois d'avril. Maintenant, nous sommes dans la réalisation du diagnostic du PLUI a été également approuvé. Maintenant, nous sommes en phase d'approbation donc en phase de réalisation du PLUI avec les démarches qui sont faites auprès de toutes les collectivités. Et nous sommes actuellement dans des ateliers qui ont lieu quasiment toutes les semaines pour effectivement mettre en œuvre ensuite ce qu'on appelle le PADD, donc dans le cadre du PLUI.
Le plan local de l'habitat, lui, a été réalisé donc, grâce à son diagnostic. Et aujourd'hui, donc, nous avons l'ouverture d'un guichet unique de l'habitat qui a été mis en place. D'ailleurs, je crois que dans les semaines qui viennent, il va y avoir des réunions publiques qui vont avoir lieu auprès des particuliers et puis également des entreprises, des opérateurs. Il y a une réunion qui est prévue au mois d'octobre sur Luçon. C'est le mardi 10 octobre, ici en soirée. Donc, je ne sais pas à quelle heure exactement, mais je crois que c'est... Je ne sais pas, c'est à partir de 18h30. Hein, donc, pour toutes les aides qui peuvent être apportées dans le cadre du guichet unique. Donc, ne pas hésiter à venir. Je crois qu'on est en train de communiquer dessus sur le site internet de la ville de Luçon notamment. Dans le cadre de l'urbanisme et de l'habitat, il y a aussi bien sûr la signature de la convention Petite Ville de demain qui a été mise en place donc, en 2022 pour la commune de Luçon et la commune de Mareuil. Et puis, il faut savoir que 1 120 000 euros ont été consacrés au déploiement de la fibre optique sur la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Voilà. En ce qui concerne la mobilité et le tourisme, donc la compétence mobilité a été prise donc, l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, mais surtout effective depuis l'année dernière, avec le recrutement d'un personnel qui maintenant est chef de service à la mobilité. Une expérimentation a été lancée donc, en Sud-Vendée Littoral. Et il y a eu le défi mobilité qui a été toute la semaine avec, c'était Denis donc, pour la ville de Luçon qui s'en occupait. Plus de 300 participants ont participé donc, à ce défi mobilité pour cette édition 2022. Dans le cadre du tourisme, il y a eu une hausse de 55% de la billetterie qui a été assurée par les offices de tourisme intercommunaux. Plus de 35 000 visiteurs ont été renseignés dans les offices de tourisme du territoire. Et puis plus de 3 300 visiteurs sont venus aux 11e rencontres du patrimoine et de la création qui avait lieu encore cette année, c'était à Sainte-Pexine. Dans le cadre des services à la population, comme on le disait tout à l'heure, donc dans les chiffres clés, l'école de musique et la lecture publique et le centre aquatique, nous avons une hausse de 4% d'élèves à l'école de musique intercommunale, plus 1604 inscrits au réseau des médiathèques, 74% de plus de fréquentation à Porte Océane et plus de 120% de fréquentation à l'ONIS Océane. Donc pour vous dire que les gens fréquentent beaucoup les piscines. Dans le cadre de l'enfance et de la jeunesse, le RAM a accueilli donc 76 assistantes maternelles en 2022. 192 enfants ont été accueillis dans les maisons de l'enfance. 1533 enfants ont été accueillis en accueil de loisirs. Et 2980 élèves ont bénéficié du système Être et Apprendre. Donc une bonne concentration donc, de population donc, dans ces différents services qui nous ouvrent effectivement à la lecture et puis aussi à la culture. Et la fréquentation de France Service, de la maison France Service en 2022 a eu une hausse de 26%. Dans l'action culturelle, il y a eu 47 spectacles qui ont été mis en place donc, et proposés donc, en 2022. Un appel à projet a permis une tournée dans 4 communes et 2700 scolaires ont été accueillis. Concernant la prévention senior, donc actuellement donc le plan local, le contrat local de santé donc 2023-2028 est en œuvre, enfin est en préparation, pardon. 4 nouveaux professionnels ont été accueillis dans la maison de santé intercommunale. 4 actions de prévention santé ont eu lieu dans 9 communes. Et puis, il y a eu 332 participants qui sont venus à des ateliers seniors. Concernant la politique des déchets, bien sûr, le plan climat, eau, énergie, donc une feuille de route avec 40 actions ont été adoptées à l'unanimité. Et maintenant, donc, les actions phares enclenchées, donc c'est le projet alimentaire territorial et bien sûr l'élaboration du schéma directeur des énergies renouvelables. Et il y a eu un accroissement, bien sûr, un financement accru dans le cadre de la GEMAPI pour la protection des digues. Concernant la politique des déchets, l'adaptation de la flotte de camions, notamment en collecte et au biocarburant, a été faite. Nous avons acheté, je crois, 2 camions en 2022. L'harmonisation des fréquences des collectes a été faite dans les communes. En ce qui concerne notamment la période d'été et la période estivale et la période hors saisonnalité, avec des passages plus ou moins fréquents qui ont été plus ou moins
approuvé, on va dire, par les communes, mais il en est ainsi. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de réduire au maximum ces déchets. Et on constate que 687 kilos, c'est le volume des déchets qui est produit par habitant en cette année 2022, contre 774 kilos en 2021. Donc ça veut dire qu'on fait des efforts, mais il faut continuer, car il faut qu'effectivement cette production de déchets diminue. Voilà. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes donc en passe de mettre en place la redevance incitative avec beaucoup de projets qui vont voir le jour notamment en 2024. Là, on est en phase préparation pour mettre en place cette redevance incitative qui sera effective au 1er janvier 2026 avec une application, ce qu'on appelle une année blanche en 2025. Et surtout, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est à tous les gens de la communauté de communes de satisfaire à l'enquête qui a été proposée. Donc vous pouvez aller soit sur Internet, sur le site de la communauté de communes pour répondre à cette enquête, ou bien si vous n'avez pas d'outil informatique, c'est de téléphoner ou de vous rendre à la communauté de communes pour répondre à cette enquête. Cette enquête, c'est très simple, c'est de savoir combien vous avez vous êtes de personnes dans le logement. Est-ce que le bac actuellement que vous avez vous satisfait ou pas? Et puis au regard de ça, eh bien évidemment, il vous sera adressé, donc normalement avant la fin de l'année, une carte avec une carte à puce pour pouvoir ensuite accéder dans les déchetteries. Parce qu'à partir de l'année prochaine, normalement, pour l'accès en déchetterie, il y aura déjà un pré-contrôle qui va commencer à se faire. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à cette enquête pour qu'on puisse commencer vraiment à se démarcher pour la redevance incitative en 2024, l'année blanche en 2025 et effectivement la mise en place effective en 2026. Donc beaucoup de travail dans le cadre des déchets sur les 2 années qui viennent. Sur la ville de Luçon, ça va surtout se voir parce que nous aurons des points d'apport volontaire qui vont être enterrés ou semi-enterrés dans certains secteurs de la ville, notamment en cœur de ville et aussi auprès des grands ensembles. Voilà. En ce qui concerne maintenant la boirie et le bâtiment et le SPANC, bien sûr, vous avez pu constater la construction de la médiathèque à Mareuil-sur-Lay, une inauguration qui a eu lieu cette année. 2 ateliers relais qui sont sortis de terre aussi au parc du Vendéopole. Et il y a eu malheureusement une nouvelle fois la réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage à Luçon qui a été faite. Je crois que c'est la 2e ou 3e réhabilitation de l'aire d'accueil, malheureusement, qui a dû être faite donc, sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la ville, enfin de Luçon-Sainte-Gemme. Voilà. Dans le SPANC, il y a eu donc 813 contrôles de fonctionnement qui ont été faits cette année. Donc soit une hausse donc, de conception de 10%, de réalisation de plus 18%, et par contre des ventes immobilières donc de moins 20%. Concernant les services communs, nous avons donc eu une cuisine centrale intercommunale qui a délivré plus de 150 000 repas en 2022, avec une hausse donc quasiment de 30%. De nouvelles communes ont adhéré donc, à cette cuisine centrale, les Magny-Régnier et Chaillé-les-Marais. Voilà. En ce qui concerne les autorisations du droit du sol, donc ce qu'on appelle l'ADS, plus de 2925 actes d'urbanisme ont été instruits en 2022. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur effectivement le bilan, donc le rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour l'année 2022. J'ai été très rapide. Après, vous avez donc le rapport, vous l'avez reçu, et il sera en ligne, bien sûr, sur le site de la ville, et tout un chacun pourra effectivement s'y rendre pour avoir meilleure connaissance encore de ce rapport. Avez-vous des remarques à faire concernant ce rapport ? Oui, merci pour cette synthèse rapide, parce qu'il est quand même assez dense, ce rapport. La communauté de communes, c'est une sacrée structure, hein. Vous l'avez dit, 256 employés, 60 millions d'euros de budget. Logiquement, elle doit nous apporter beaucoup d'aide, en tout cas en termes de services et de mutualisation de beaucoup de choses. Ça doit simplifier la vie aux citoyens. Je pensais que vous profiteriez peut-être que vous allez le faire d'ailleurs, de cette délibération pour évoquer ce qui nous a été présenté par Madame Ibert, présidente de l'intercommunalité, sur la potentielle arrivée du site de l'intercommunalité dans le centre-ville. Alors, je ne sais pas si depuis la réunion, il y a une dizaine de jours, vous avez avancé un petit peu dans vos réflexions entre vous, savoir comment on va mettre ça en place sur l'information des citoyens, le vote aussi, puisque vous avez parlé d'une
consultation citoyenne. Voilà. Moi, je vous ai dit, on a préparé un article pour le Petit Lucenais qui ne vous a pas trop plu, mais en tout cas, voilà, nous, je pense que c'est l'heure d'en discuter avec les citoyens, puisque la décision risque d'être prise très rapidement, ça serait peut-être même avant décembre. Non, de toute façon, on ne va même pas en parler ce soir parce que rien n'est. Il y a vraiment, enfin, ce sont vraiment des prémices. J'ai voulu porter à connaissance auprès du conseil municipal, ce qui est tout à fait normal, un projet qui a émané à un moment donné auprès des instances de la communauté de communes de se dire pourquoi pas éventuellement implanter un siège en cœur de ville sur Luçon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase de stand-by complète. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien ne sort. C'est même hors sujet. Nous allons en reparler dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, la communauté de communes réfléchit beaucoup, a encore d'autres propositions. Enfin, donc c'est vraiment une démarche intercommunale. De toute façon, nous, on attendra effectivement ce que la communauté de communes va proposer. Ensuite, la communauté de communes, je pense que si elle était dans une telle démarche d'avoir un siège en cœur de ville, devrait consulter bien sûr la communauté de communes. Et ensuite, une fois qu'ils auraient consulté la communauté de communes, en fonction de ce que diront les élus, parce que ce sont les élus qui voteront, la ville de Luçon, nous après, bien évidemment, on agira, c'est-à-dire qu'on consultera le conseil, enfin on consultera la population et bien évidemment après, en dernier lieu, le conseil municipal, sachant que bien évidemment, c'est la ville de Luçon qui est maître en la matière parce que c'est elle qui a le foncier, on est chez nous et c'est nous qui déciderons au final. Mais pour l'instant, pour moi, c'est hors sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet encore à débattre aujourd'hui parce qu'on n'est pas du tout dans cette démarche. C'est vraiment très très prématuré. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, mais on en rediscutera quoi qu'il en soit si effectivement un tel projet devait éventuellement émaner des instances intercommunales. Mais ça a vraiment été une réflexion que j'ai voulu vous porter à connaissance parce que la communauté de communes avait souhaité déjà, disons, interpeller les commerçants. D'ailleurs, c'est à cette fameuse réunion où il n'y avait que 13 commerçants du centre-ville. Hein, donc, c'est pas probant. À partir de là, derrière, la communauté de communes a commencé à se dire mais ils ne sont pas plus intéressés que ça, comment ça se fait? Enfin voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette démarche. La communauté de communes consulte. Déjà, c'est personnel, va continuer à consulter. Et je pense que voilà, il y a urgence d'attendre et on en reparlera ensemble, bien évidemment, au moment venu. Voilà. J'aime bien il y a urgence d'attendre, c'est assez sympathique. Non, mais moi je pense que c'est urgent de ne pas attendre, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, une fois que la communauté de communes aura pris, enfin une fois que la décision sera prise, si elle est favorable pour la communauté de communes, nous tout de suite on agira. Derrière, on est en train on va se préparer à éventuellement, parce qu'il faudra agir très vite, mais dans l'immédiat, raison gardée, et puis voilà. Bien évidemment, on en reparlera lorsque ce temps viendra. Voilà. D'autres remarques? Non? Très bien. Écoutez, je soumets donc ce... Alors, attendez, je reprends. Je soumets donc cette délibération donc, du rapport d'activité à votre vote. Je vous demande de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, il n'y avait pas de questions écrites. Donc voilà, l'ordre du jour est épuisé. Le prochain conseil municipal est prévu maintenant le 14 novembre. C'est ça, donc le mardi 14 novembre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine.